L'A380, un avion hors norme. Avec ses 80 mètres d'envergure, c'est le plus gros avion commercial du monde. Il peut embarquer jusqu'à 853 passagers et parcourir 15 000 km sans escale. Sa construction est un travail titanesque, organisé partout en Europe, comme ici au Pays de Galles. L'A380 représente pour le site de Broughton le plus grand challenge de ces 20 dernières années. Pari ambitieux pour Airbus, qui veut devancer son concurrent historique Boeing et son 747. Autre challenge, le transport de ces pièces gigantesques. Le beluga fait le lien entre les pays. Si nous avons le moindre retard à Retafe, cela a un impact direct sur les autres usines. Transportés ensuite par barge, par bateau, enfin sur des camions, les différentes parties doivent s'assembler comme les pièces d'un puzzle géant. Nous sommes ébahis. Un papillon de nuit. Un papillon, symbole du gigantisme de l'aéronautique européen. « 27 avril 2005, un jour historique pour Airbus. Sur la piste de Toulouse-Blagnac, l'A380 s'apprête à prendre son premier envol. Jacques Roset, pilote d'essai, est aux commandes de ce géant désert, sous l'œil de centaines de journalistes et de caméras de télévision, venus immortaliser l'instant. Ce premier vol était un événement médiatique considérable. Il y avait 40 000 personnes autour du terrain de Toulouse. Il y avait 20 chaînes de télévision qui suivaient en direct. Mais pour nous qui étions à bord de l'avion, tout cet aspect médiatique s'est complètement effacé à partir du moment où on a commencé les préparations de l'avion, les procédures, etc. Et on s'est retrouvé concentré sur notre vol. En fait, c'était pas un vol difficile, hein. Mais enfin, comme on n'a jamais volé, on peut s'attendre à des surprises. Donc l'aspect émotionnel avait complètement disparu et pour nous, ça s'est passé d'une manière tout à fait limpide, sans stress particulier. Ce jour-là, l'A380 devient officiellement le plus grand avion commercial du monde, avec une longueur de 73 mètres et une envergure de 80 mètres. Le vol se déroule comme prévu. Ce qui m'a marqué, c'est que l'avion était très facile à piloter et le mot qui m'est venu spontanément quand on m'a posé la question, j'ai dit ça se pilote comme une bicyclette, c'est comme un vélo. Et alors ça a plu à beaucoup de monde, après ça a été repris et on m'a dit comment va ton vélo. Mais c'est vrai, c'était la chose qui m'a marqué, c'est vraiment un très très gros avion, c'est le plus gros avion et on le manœuvre comme une bicyclette, c'est ce qui a été frappant. Sous les applaudissements, les pilotes ressortent avec le sourire, satisfaits. Le pari est réussi. L'A380 est le résultat du travail de milliers de personnes partout en Europe. Sa construction a lieu au Pays de Galles, en Allemagne, en Espagne et en France. Chacun de ces pays a sa spécialité, son rôle à jouer dans l'aventure. Et c'est par barge, par bateau, par avion cargo et par camion que les différents éléments sont transportés jusqu'à Toulouse pour l'assemblage final. Pour l'A380, il a fallu faire preuve de beaucoup d'imagination pour arriver à fabriquer le mécano industriel qui permettait de continuer à faire travailler tous les partenaires, parce que cet avion, comme tous les autres modèles d'Airbus, n'existe que parce qu'il est financé par des industriels ou par des États qui sont nombreux, qui sont plusieurs, et que chacun d'entre eux veut avoir un juste retour du travail et de l'emploi de son investissement. Et donc, il faut bien faire travailler des usines en Allemagne, en Belgique, en Grande-Bretagne, en Espagne, en France, etc. La construction de l'A380 commence à Broughton, au nord du Pays de Galles. Un village entièrement tourné vers Airbus. Ici, une partie primordiale de l'avion est fabriquée, les ailes.
Plus de 1200 employés travaillent dans ce bâtiment grand comme 12 terrains de football et spécialement dédié à l'A380. Les panneaux des ailes sont conçus et fabriqués en amont, avec de nombreux sous-traitants. Mais c'est ici qu'ils sont intégrés et assemblés pour former l'ossature de la voilure. Nous sommes le centre de production des ailes des Airbus et notamment de l'A380. Et cet avion représente pour le site de Broughton le plus grand challenge de ces 20 dernières années et celui dont on est certainement le plus fier. Dans l'A380, tout est démesuré. Il a donc fallu adapter les structures de production traditionnelles qu'on utilisait par le passé. Nous sommes une chaîne de sous-traitance globale et nous avons plusieurs sites de production en Angleterre. Comme les composants sont plus grands que pour les avions précédents, il a fallu trouver des techniques innovantes pour les déplacements des pièces et toute la logistique de l'A380. Pour construire l'ossature centrale de l'aile, de grandes machines placent tout d'abord des rivets sur ces panneaux. Un rivet toutes les 10 secondes. Il en faut 750 000 pour les deux ailes. Et la main de l'homme intervient quand la tâche est trop complexe pour la machine. Un travail manuel et physique. Historiquement, l'usine de Broughton est un environnement masculin. Mais d'année en année, on voit de plus en plus de femmes apprenties ou de femmes diplômées qui accèdent à des postes de production, de design, d'ingénierie ou de logistique. C'est le cas de Louise. Elle est l'une des rares femmes dans l'usine. Avec ses collègues masculins, elle procède aux équipements de l'aile. Ce tube, c'est pour le système hydraulique qui dirige les volets pour que l'avion puisse changer de direction. Un travail surprenant pour cette jeune fille au physique frêle. Je pense que c'est difficile pour une femme, mais c'est assez bien de travailler dans l'hydraulique. Il y a des choses difficiles et parfois je demande de l'aide, mais en général ça va. Je suis très fière de travailler sur l'A380, surtout parce que personne n'imaginait que je puisse faire ce travail. Quand les gens me demandaient ce que je voulais faire, ils s'attendaient à coiffeuse. Là, ils sont impressionnés. Chaque aile est équipée de 37 km de câbles, comprenant les systèmes hydrauliques, pneumatiques et les systèmes de carburant. Un travail qui prend 4 mois au total. Les Anglais avaient des usines qui fabriquaient des tas d'avions connus. Quand il s'est agi de partager le travail entre les Allemands, les Français, les deux partenaires principaux et les Anglais, on a cherché qu'est-ce qu'on pouvait donner à faire aux Anglais. Et donc il a été décidé, eu égard à leurs grandes compétences pour fabriquer les ailes, et pour fabriquer des avions, mais des ailes d'avion, de leur confier ce travail. Toutes les ailes d'Airbus sont faites au Pays de Galles. Et voilà le résultat, grandeur nature. Quand une aile doit être déplacée, elle a de quoi impressionner. Avec leurs 80 mètres d'envergure, les ailes de l'A380 sont les plus grandes jamais construites à Broughton. Pour la manipuler, les manœuvres sont extrêmement précises. Là, ils ont soulevé l'aile. Il faut que l'aile reste droite et équilibrée quand on la soulève pour éviter qu'elle se balance. On doit la garder la plus droite possible. Steve et son équipe ont un drôle de surnom. On les appelle l'équipe du Heavy Gang. Heavy comme lourd. Et pour cause. Regardez là-haut, l'écran montre 20 tonnes de ce côté et il y a 20 tonnes aussi de l'autre côté. Donc ça fait à peu près 40 tonnes qui vont être soulevées maintenant. Le gang orchestre ce balai avec précision car chaque élément vaut des millions d'euros. Tout est OK? Un incident de parcours serait fatal. On doit être très attentif. En fait, on fait de très petits mouvements. Et on doit vérifier qu'il n'y a pas d'obstacle autour de la zone, car l'aile est très très grande. C'est pour ça qu'on a 4 ouvriers pour vérifier que rien n'est dans le passage, surtout quand on fait baisser l'aile.
Ce matin, c'est l'étape finale du processus. L'aile terminée doit rejoindre la France pour être assemblée au reste de l'appareil. Elle prend la route sur un véhicule spécialement construit à ces dimensions. Les voies sont fermées. La zone est totalement quadrillée pendant le passage de ce convoi exceptionnel. Une scène surréaliste sur cette petite route de campagne galloise. On doit faire attention à ce que personne ne soit dans la zone. Ce qui est difficile, surtout quand il fait sombre ou quand il fait mauvais. Mais après quelques kilomètres seulement, le convoi est déjà arrivé à la première étape de son parcours. Car c'est sur les eaux, par la rivière, que l'aile va maintenant voyager. On la prépare pour qu'elle soit chargée sur une barge. On utilise une barge parce qu'il n'existe aucun avion assez grand pour transporter ce genre de pièces. Et les pistes ne seraient de toute façon pas assez solides pour un tel avion. L'aile de l'A380 est la seule aile d'Airbus transportée par une barge. Pour l'A320 et les autres, on a un avion cargo qui les prend sans problème. Mais l'aile de l'A380 est trop grande. Une fois placée sur la barge, l'aile descend la rivière Dee sur 35 km pour atteindre le port le plus proche, Moshton. L'aile est ensuite embarquée sur un cargo, direction la France. La construction de l'A380 nous emmène maintenant en Espagne. À quelques kilomètres de Madrid, nous voici à Retafe, où est situé le site d'Airbus. Ici, nous fabriquons l'empennage horizontal de l'A380 avec ses volets. C'est cette partie qui contrôle les mouvements de montée et de descente de l'avion. C'est une partie importante. Et aussi, pour la première fois, ce qui n'était pas le cas sur les précédents modèles, nous faisons la partie arrière du fuselage. Sa partie non pressurisée, que nous appelons la section 19 et section 19.1. Cette petite section, la voilà, en pleine fabrication. C'est la queue de l'appareil. Si cet ouvrier travaille accroupi, c'est que c'est la seule partie qui soit petite dans l'A380. Et le travail est difficile. C'est une partie de l'avion qui est assez compliquée et il y a beaucoup de travail. C'est un espace très petit. Il y a beaucoup de pièces qui sont assez difficiles à assembler. C'est vraiment un travail artisanal. Alors, comme on voulait faire un avion européen et comme on avait besoin d'attirer le plus de capitaux et de compétences possibles, les deux partenaires de départ, les Français et les Allemands, ont fait venir les Espagnols qui sont venus, eux, à titre de partenaires, mais en fonction de leurs moyens. Donc les Espagnols sont arrivés dans le projet, dans le consortium, à titre de 3-4%, et on leur a donné pour 3-4% de travail. Néanmoins, ces 3-4% ont pris une telle importance, vu la dimension d'Airbus aujourd'hui, que les Espagnols fabriquent des parties non négligeables de tous les modèles d'Airbus, et en particulier de 380. Oscar Lopez supervise la production de la partie arrière de l'avion, la section 19. Aujourd'hui, il vient vérifier celle qui est fabriquée pour une compagnie aérienne allemande. Dans un avion,
la structure est adaptée aux besoins des compagnies, au nombre de passagers qu'elles souhaitent faire voler. Dès le début de la production, la section 19 a déjà un client défini. Cette section est faite pour Lufthansa. Donc on propose à Lufthansa de venir inspecter la section. Quand elle est inspectée, que toutes les protections sont mises, les peintures, quand tout est fait, on sort la section à l'extérieur du bâtiment, sur un camion, et on la place dans un avion cargo. Cet avion cargo, c'est le beluga. Sa forme arrondie s'inspire d'un mammifère marin. Il a une soute de 38 mètres et un diamètre de plus de 7 mètres. Airbus l'a construit pour transporter certaines parties par les airs entre les différents sites de production en Europe. Ce matin, le beluga vient chercher l'arrière du fuselage, préparé par Oscar et son équipe. Rafael Cardenas encadre ce déplacement délicat. La section 19 est le plus gros volume que l'on peut charger dans un beluga. C'est très impressionnant. C'est dangereux et c'est très gros. Nous devons vérifier que tout le chargement est sécurisé. C'est très important pour les gens autour et pour la pièce que nous allons charger. La pièce pèse près de 8 tonnes. Et le moindre faux mouvement de la section pourrait créer des dégâts. S'il est si vigilant, c'est que cette partie est constituée de fibres de carbone, une matière particulièrement fragile. Nous sommes maintenant dans le beluga, sur le pont principal de cet avion cargo. Nous sommes dans la phase d'approche finale. On va transférer le chargement du camion dans le beluga. Une manœuvre délicate sous haute surveillance. La pièce est chargée dans le beluga. Tout se fait au millimètre près. Cette section part pour l'Allemagne. Cela nécessite une bonne coordination entre les pays. Si nous avons le moindre retard à rétaffer, cela a un impact direct sur les autres usines, à Hambourg ou à Toulouse. Nous sommes toujours sous pression. Il faut réagir immédiatement si un problème apparaît. Ces gens-là, évidemment, travaillent en coordination et en rythme avec la production des avions. C'est quelque chose de très complexe d'arriver à faire travailler tous ces gens-là ensemble. C'est un ballet qui doit être extrêmement bien réglé, exactement comme une symphonie pour un grand orchestre et pour son chef. Et Airbus a mis un certain temps à faire son apprentissage, donc c'était quelque chose qui est essentiel. Au début du projet, une simple incompatibilité de logiciels utilisés entre la France et l'Allemagne a provoqué non seulement 3 ans de retard de la production, mais aussi des tensions politiques majeures entre les deux pays. Il se trouve qu'aujourd'hui, avec les retards accumulés, avec les surcoûts divers et variés, on peut évaluer à 400 ou 450 le nombre d'Airbus 380 qu'il faudra avoir livrés pour que la société Airbus et ses partenaires, donc, puissent dire qu'ils ont gagné vraiment de l'argent. Pendant ce temps, en France, le périple de la construction continue. C'est à Nantes qu'est fabriqué le nez de l'A380. Damien Vinet vient inspecter les nez tout juste fabriqués. À l'œil nu, il peut détecter les éventuels impacts ou les défauts sur les parois. Alors cet élément pèse 48 kg avec un diamètre d'à peu près 2,4 m, avec une particularité, vous voyez que le revêtement est lisse. Ça permet de diminuer la consommation de carburant et donc est un élément majeur dans le coût d'exploitation d'un avion. Aussi appelé radome, le nez joue un rôle majeur dans la sécurité de l'appareil. Le radome, donc, qui est le nez de l'avion, protège avant tout les éléments radars
qui sont situés derrière, avec par exemple des protections par rapport à la foudre, par rapport aux impacts de chocs d'oiseaux, de grêle. Donc c'est vraiment une protection de la partie électronique de l'avion. Les entrées d'air qui entourent les 4 moteurs de l'appareil sont fabriquées dans la même usine. Des pièces énormes qui pèsent 340 kg et mesurent 3,20 m. Leur diamètre est aussi grand que le fuselage d'un A320. Philippe Descamps, responsable technique, nous les montre de beaucoup plus près. Eh bien ici, vous êtes à la place du réacteur, vous êtes à la place du moteur. Et ce que vous voyez, c'est l'entrée d'air vue de l'intérieur, avec le panneau acoustique, donc la pièce composite, maîtresse de l'entrée d'air, d'un seul morceau, et dont la fonction principale est d'absorber le bruit, de faire en sorte que l'avion soit le plus silencieux possible. Ici, on voit la bride, c'est sur cet élément-là que l'entrée d'air va venir s'accrocher sur le moteur. Voilà les trous qui vont permettre ici d'accrocher l'entrée d'air sur le moteur. Pour tester leur isolation acoustique, rien de mieux que de se laisser enfermer. Bon, là on a traîné un peu trop, ils sont en train de fermer l'usine. Je ne sais pas comment on va faire, surtout qu'avec un panneau acoustique, on ne va pas nous entendre. L'A380 est l'avion le plus silencieux du monde. Oh! Il ferait 2 fois moins de bruit au décollage qu'un Boeing 747. Merci. Les pièces fabriquées à Nantes vont ensuite entamer un long voyage. Elles vont descendre la Loire jusqu'à Saint-Nazaire. Au total, l'A380 parcourt 2000 km sur les eaux tout au long de sa construction. Lorsqu'il a été décidé de faire l'A380, un appareil qui mesure 80 mètres de large, 80 mètres de long, avec des morceaux de fuselage absolument gigantesques, il n'y avait pas de modèle d'avion de cette taille-là ou plus grand qui puisse servir pour fabriquer un avion de transport. Et donc on a utilisé la mer avec des bateaux pour venir d'Allemagne, d'Angleterre, de Saint-Nazaire, etc. Et à partir de Langon et à partir de l'estuaire de la Gironde, on a utilisé la route sur à peu près 150 km en l'aménageant pour que la nuit, elle puisse servir de lieu de passage de convois qui sont absolument étonnants. Ce soir, c'est justement le 100e convoi. Et la vitesse, on est toujours entre 25 et 30 km/h. Alors on a une dérogation spéciale de la gendarmerie pour ne pas être caché. Des maires, des préfets, tous viennent découvrir le convoi avant son départ pour Toulouse. Depuis 6 ans, Alain conduit ce convoi 2 fois par mois. Il transporte le cockpit de l'A380. La difficulté, il y a la hauteur, la largeur, parce que ça fait presque 7 mètres et quelques de large. Il y a la hauteur et un petit peu le poids. C'est pas trop lourd celui-là quand même, ça va. Avant de partir, Alain doit effectuer les derniers contrôles. Il faut vérifier tout ce qui est hydraulique, tout ce qui est vanne à l'arrière, qu'on n'ait rien oublié bien sûr, et puis contrôler l'éclairage aussi, surtout, parce qu'il y a des gyrophares, il y a des éclairages, il y a des projecteurs de partout, donc voilà, il faut contrôler tout ça. Et une fois sur la route, Alain devra rouler très lentement. On roule à 10 km/h au départ, sur quelques kilomètres justement pour faire des contrôles avec la voiture qui est à l'arrière. Donc à ce niveau-là, on contrôle vraiment si les roues tournent bien, si la remorque tire bien droite, en ligne droite. Il ne faut pas que la remorque marque en crabe, quoi, voilà. Ça, il faut le contrôler. Donc on va doucement au départ et après on augmente un petit peu plus la vitesse. Même s'il n'en est pas à son premier convoi, Alain est toujours un peu angoissé avant de partir. Il faut essayer que tout se passe bien, qu'on ne soit pas trop embêté sur la route, mais bon, voilà quoi. On part un petit peu avec la boule à l'estomac, mais il faut la boule à l'estomac de toute façon, parce qu'autrement, si on n'a pas ça, après on rentre dans la routine, et c'est le genre de transport qu'on ne fait pas tous les jours, quoi. Il est 22 h, le convoi démarre. En tête, les gendarmes ouvrent la voie. Ils fermeront les routes au fur et à mesure de la progression des camions.
Toutes les parties de l'avion défilent sous les applaudissements du public. Ils sont toujours nombreux devant ce spectacle hors norme. Un convoi complet atteint 2000 mètres de long et implique une soixantaine de personnes. Dans le petit village de Lévignac-sur-Save, malgré l'heure tardive et le froid, les habitants attendent aussi avec impatience le passage de l'avion. Je vais voir un petit peu tous les morceaux, toute la technique, le port, comment c'est emballé, et toutes ces parties-là. Voilà. Parce que j'ai travaillé un peu à l'aérospatiale, donc je garde un peu la nostalgie de ces moments. Ce village de Haute-Garonne se trouve sur la route de l'A380. Le passage du convoi est devenu une attraction. Certaines parties surplombent les passants à plus de 14 mètres de hauteur. C'est quand même énorme, la 380, donc c'est sympathique. Je ne l'ai jamais vu, je l'ai vu une fois en vol, mais là en pièces détachées ça a l'air sympa, donc voilà. Au début du projet, certains habitants étaient inquiets, voire opposés à ce passage, craignant les travaux d'aménagement. Aujourd'hui, ils sont conquis. Ça c'est l'aile et là-bas il y a la cuisse. Regardez le gigantisme. Nous sommes ébahis. Ébahis vraiment par le... Je dirais même mieux, c'est impressionnant. Ah oui, oui, vraiment. Oui. C'est magnifique. Ça c'est la dérive. Là on dirait un papillon de nuit, disons. Pour perturber le moins possible la circulation et la tranquillité des habitants, tous les convois s'effectuent de nuit. Après 240 km de route en pleine campagne, le convoi arrive tard dans la nuit dans les usines d'Airbus, à Toulouse. Toulouse, la ville rose. Airbus est le premier employeur de la région. 140 000 personnes travaillent directement ou indirectement pour l'industrie aéronautique en Midi-Pyrénées. Sur un site dédié à l'A380 qui s'étend sur plus de 50 hectares, les pièces fabriquées en Europe sont assemblées pour former le plus grand avion commercial du monde. Après la réception des parties du convoi routier, Jean-Louis Manzon doit vérifier que rien n'a été abîmé pendant le transport. Quand le convoi arrive, donc la première des choses, on va chercher au moyen d'un véhicule autoporteur un à un les tronçons qui sont sur l'aire de déchargement, situés à l'extérieur du bâtiment. Et on les amène sur le poste de préparation, sur des positions bien déterminées en fonction des différentes sections. Les premières opérations effectuées sur ce poste-là, c'est le débâchage et toutes les protections pendant tout le transport qui est maritime, fluvial ou routier. C'est la toute première étape. Deux équipes se relaient 24 heures sur 24, pendant 3 jours, pour préparer l'avion avant l'assemblage final. Les éléments sont alors placés dans un atelier haut comme un immeuble de 5 étages. Là, on se trouve au cœur de la chaîne d'assemblage. Donc le poste, c'est un poste unique dans lequel on intègre les 7 Lego qui sont arrivés hier soir par le convoi routier et on les rentre un à un sur ce poste-là pour les jonctionner. Les parties de l'avion sont positionnées les unes en face des autres. La jonction des 3 tronçons du fuselage est faite à l'aide d'un système de mesure au laser. Un travail au 4/10 de millimètre. Nous sommes maintenant à l'intérieur de l'avion, où les passagers voyageront. Là, on se retrouve dans la cabine. Donc, au niveau de la jonction de la cabine avant et de la cabine centrale.
Donc la jonction se fait bien entre ces deux limites. C'est vraiment un gros puzzle, un gros Lego. Malgré les apparences, le futur cockpit sera opérationnel dans seulement quelques jours. Donc là, c'est le poste de préparation des ailes, dans lequel les opérateurs ce jour vont monter les éléments mobiles sur toute la partie arrière et la partie avant des ailes. Et ensuite le préparer avant la mise en place sur le jonctionnement voilure du poste unique. Airbus a investi 12 milliards d'euros pour concevoir et assembler un tel avion avec des pièces venant de toute l'Europe. Sans compter les millions d'euros perdus pour retard de livraison. Un pari ambitieux et risqué pour l'Europe et la France. On assemble les Airbus à Toulouse, mais les Airbus sont l'assemblage de quantités d'éléments qui sont fabriqués dans des tas d'endroits et presque jamais à Toulouse. À Toulouse, on les assemble. Et on a cette maladie un peu franchouillarde de dire que c'est un avion français. Mais l'avion est assemblé, ça représente une petite part du coût d'un avion, l'assemblage, une petite part de la production. Et c'est vrai que symboliquement, la place de la France est très importante. Et elle a été leader dans le programme Airbus, il ne faut jamais l'oublier. Les 4 moteurs, fabriqués par Rolls-Royce et Engine Alliance, permettent à l'A380 de voler à plus de 900 km/h. La puissance d'un seul réacteur est équivalente à celle de 1500 voitures. Une fois assemblé, l'avion n'est pas encore prêt à voler. À l'extérieur, on effectue les essais finaux comme le contrôle de la pressurisation de la cabine, des radios, du radar. Une peinture verte de protection recouvre encore les appareils. Pour qu'ils puissent être facilement identifiables, seule leur dérive est déjà peinte aux couleurs des compagnies aériennes à qui ils sont destinés. Certains avions sont même réservés aux tests, comme l'avion numéro 1. Ici, pas de siège pour les passagers, mais des dizaines de kilomètres de câbles et des systèmes de contrôle partout. Du système de carburant au fonctionnement des roues, l'avion est passé au peigne fin. Cette installation d'essai n'existe dans aucun autre avion. Elle est particulière à l'A380 et elle permet à l'ingénieur navigant d'essai de contrôler en vol de nombreux paramètres. Pascal Verneau supervise ces tests, et cela depuis la naissance de l'A380. Il organise des essais en vol plusieurs fois par semaine et doit détecter les éventuelles défaillances de l'appareil. Moi, personnellement, je suis plus généraliste de l'avion, comme si je faisais une parallèle avec un médecin. Je suis médecin généraliste, je connais parfaitement tout l'avion dans son corps en entier. Et après, nous avons des ingénieurs navigants d'essai qui, eux, sont spécialistes, comme un médecin spécialiste, qui connaissent parfaitement chaque système de l'avion, séparément. Et moi, je suis là pour faire l'amalgame de l'ensemble. De nombreux tests et plus de 2600 heures de vol ont été effectués pour obtenir le certificat de navigabilité et devenir ainsi le plus gros avion commercial du monde. L'A380 a été testé dans des conditions extrêmes, comme au nord du Canada, par moins 30 degrés. Soumis pendant 48 heures au vent, au givre, au froid extrême, il doit pouvoir redémarrer et redécoller normalement. L'avion a aussi été soumis au test grande chaleur, comme ici, dans les Émirats arabes unis, où il fait parfois près de 50 degrés. Pour le public, les tests les plus spectaculaires sont certainement les décollages à très très faible vitesse. Donc là, on va faire volontairement une erreur dans la vitesse de décollage de l'avion. Donc cet avion aura du mal à décoller. Et donc pour cela, nous allons avoir un petit sabot à l'arrière de l'avion qui va frotter sur la piste. Et on va tester la vitesse là, vraiment extrêmement faible pour décoller. Les personnes qui sont dehors et qui sont en bout de piste voient l'avion vraiment s'élever très très doucement. Ce vol étant classé à risque,
il est effectué en Provence, à Istres, dans une zone très peu peuplée. Il y a toujours un danger, quel que soit le vol. C'est un vol d'essai, on a toujours un danger, mais on apprend à savoir réagir. On fait un briefing avant chaque vol, et comme ça, chacun sait ce qu'il va faire à quel moment. On enlève les capots moteurs, l'entrée d'air, peut-être l'arrière, et après, vous tombez le moteur. Et l'entrée d'air, c'est qui? Depuis le premier vol, Pascal et son équipe ont effectué des milliers d'heures de tests pour assurer la sécurité des appareils. Donc demain, les capots fans et l'entrée d'air? Et la reverse, quoi? Non, c'est trop long, ça? C'est aussi avec cet avion que Jacques Roset a effectué le premier vol d'essai en 2005. Avec plusieurs milliers d'ingénieurs, il a également participé à la conception du cockpit. Alors, cet avion est-il vraiment révolutionnaire ? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau dans cet avion par rapport aux autres avions de la famille? Essentiellement, le premier point, c'est l'interactivité. C'est-à-dire que dans cet avion, on a une espèce de boule là, qui permet de promener un désignateur sur les écrans et d'aller désigner un objet. Alors là, par exemple, j'ai un objet, je vais le désigner, je clique dessus, il me dit qu'est-ce que tu veux? Je veux des données sur cet objet. Et là, j'ai une page qui s'ouvre. C'est un aérodrome qui s'appelle Lourdes-Pyrénées. Je peux savoir qu'il a une piste de 3000 mètres de long, etc. Le fait qu'il soit interactif le rend plus moderne, plus facile à utiliser et de ce fait, la tâche des pilotes s'en trouve simplifiée et du coup, ils font mieux leur métier. Cet écran-là n'existait pas, c'est-à-dire dans le temps, ce genre de choses correspondait à des bouquins, à des documents papier. Là maintenant, la documentation de l'avion, les cartes de navigation se retrouvent sur cet écran latéral qui est le système d'information à bord. Bravo. Des simplifications, des améliorations technologiques, mais aucun changement radical dans la manière de piloter. À part ça, l'avion se pilote classiquement, c'est-à-dire qu'avec un manche pour monter, pour descendre, pour aller à gauche, pour aller à droite, avec une manette des gaz, des manettes des gaz pour mettre de la puissance plus ou moins et en enlever, et des palonniers pour le guider au sol. Donc tout ça, c'est classique. La construction de l'A380 ne s'achève pas en France avec l'assemblage final, mais en Allemagne, à Hambourg. Les Allemands ayant le même poids économique que les Français dans Airbus, il a fallu partager les tâches. Quand il faut partager le boulot, on essaye de donner à chacun ce qui est du domaine de sa compétence, et donc il a été décidé de leur confier des tâches qui leur permettraient de réacquérir progressivement de la compétence pour fabriquer des sous-ensembles. Donc des morceaux de fuselage, des pièces importantes de fuselage et des empennages, des gouvernes et des choses comme ça. De manière à ce que ça représente les 37,5% qui étaient le poids des Allemands dans le consortium Airbus. Comme ça ne suffisait pas, on a décidé qu'on finirait les avions une fois qu'ils auraient été assemblés à Toulouse. Les avions seraient peints et aménagés en Allemagne, et puis qu'ensuite certains d'entre eux seraient livrés en Allemagne. Sur le tarmac, ces avions attendent d'être peints aux couleurs des compagnies qui les ont commandés. La première étape pour nous, c'est de nettoyer l'avion, de nettoyer toute la poussière et de repérer les défauts. On fait ça manuellement sur l'avion, comme vous pouvez le voir. Ça représente 2500 mètres carrés sur lesquels on doit travailler manuellement. Pas moins de 200 personnes travaillent pendant une dizaine de jours sur l'appareil. Ils le poncent avant de passer à la peinture en elle-même, étape en réalité qui ne dure qu'une journée. Le poids de la peinture doit être absolument le même sur chaque côté de l'avion. Quelle que soit la couleur qui est peinte, on est obligé de recouvrir tout le reste de l'appareil. Même si c'est une toute petite partie que l'on doit peindre avec une couleur précise, on est obligé de recouvrir les 2500 mètres carrés. On veut éviter que la peinture déborde. On veut éviter qu'une couleur déborde sur une autre. On utilise en moyenne 3000 litres de peinture par avion.
Pour nous, l'étape la plus importante, c'est quand on débâche l'avion. Quand tout est fini, quand le travail a été bien fait, on enlève toutes les protections et c'est comme si vous déballiez vos cadeaux de Noël. Une fois peint, l'appareil pèse 530 kg de plus qu'à son arrivée. Au décollage, le poids maximal de l'A380 est de 560 tonnes. Ce sont 15 tonnes de moins que s'il était entièrement conçu en métal. Et ce, grâce à la fibre de carbone, un matériau également fabriqué en Allemagne. Le docteur Uwe Virkus en est le spécialiste chez Airbus. Il nous livre les secrets d'une matière qu'il considère comme révolutionnaire. Voilà une fibre de carbone. Elle est super résistante, mais elle n'a aucune rigidité. Donc c'est pour ça que nous allons la mélanger avec de la résine. Et on doit les coller ensemble. Et donc on les croise de différentes manières, à 45 et 90 degrés. Comme ça, on obtient une certaine résistance. Les fibres de carbone sont plus fines qu'un cheveu. Vous voyez, c'est très difficile de les voir. Comparé à mes cheveux ou aux vôtres, c'est vraiment très fin. C'est 10 fois plus fin qu'un cheveu. Puis, elle est cuite à 180 degrés dans un four pour devenir plus résistante. Considérée comme la matière du futur par Airbus, elle est présente par exemple dans la dérive de l'avion. La fibre de carbone est vraiment très légère et très stable. Elle a l'avantage d'être moins lourde que le métal. Et pour le client, c'est très important d'économiser du carburant pour rendre le vol plus économique. Et donc, c'est un avantage pour la compagnie aérienne, mais aussi pour nous. L'A380 consomme moins de 3 litres au 100 km par passager. 20% de carburant en moins que dans un Boeing 747. Mais la fibre de carbone n'a pas que des avantages. Elle a l'inconvénient que lorsque, par exemple, vous avez un choc, vous ne pouvez pas, comme sur une pièce métallique, découper la pièce et puis mettre 4 rivets, par exemple. La fibre, ça se répare d'une manière très différente. Il faut retisser, il faut faire des collages. Les avantages semblent l'avoir emporté sur les inconvénients, puisque 25% de l'avion en est constitué. La construction de l'A380 s'est donc achevée en Allemagne. Mais à quoi ressemble l'appareil maintenant terminé? Pour le savoir, retour à Toulouse. Richard Carcaillet nous fait visiter une maquette à taille réelle. L'intérieur de l'A380, ce sont 550 mètres carrés sur 2 niveaux et une certaine idée du confort. Nous sommes en première classe sur le pont principal de l'A380. C'est un produit de première classe, je dirais, assez conventionnel, mais très confortable. Une faible densité de sièges, évidemment, c'est là qu'il y a le moins de passagers par mètre carré en première classe. En fonction de la durée du vol, le passager aura le loisir d'avoir un apéritif, un repas, pourra peut-être même inviter quelqu'un d'autre à partager un verre. Dans certains produits de siège, ça existe, de pouvoir avoir un deuxième siège, je dirais, temporaire. Le siège se transformera en lit parfaitement horizontal. Et en première classe, souvent les compagnies aériennes fournissent aussi un pyjama. Enfin, bon, voilà. Les voyageurs sont vraiment dorlotés et traités un par un le mieux possible. Choisie par 80% des passagers qui prennent l'avion, la classe économique. En apparence, rien de particulier. Et pourtant. Le gros avantage de la 380, c'est que grâce à la taille de l'avion, qui est quand même 50 cm plus large sur le pont principal que l'était le 747, ou que l'est encore le 747, on permet aux compagnies aériennes d'avoir des sièges plus larges. En fait, c'est 10 sièges par rangée, mais chaque siège est à peu près 4 cm plus large entre les accoudoirs. Ça change tout. On peut penser que c'est pas grand-chose, en fait ça change absolument tout parce que les gens ne sont pas à se frotter les épaules en permanence et à se tenir un peu de travers comme ça pour essayer de ne pas toucher le voisin.
Chacun a un vrai espace et peut profiter donc d'un voyage beaucoup plus confortable. Et pour toujours plus de confort, un bar est même mis à la disposition des passagers dans certains appareils. Aucune place n'est perdue. Il se trouve devant les portes de secours, un espace de toute façon inutilisé. L'idée de ces espaces de bar, c'est d'encourager les gens à sortir de leur siège, simplement quand on a des vols qui sont quand même assez longs, d'une douzaine d'heures, 12 jusqu'à 14 heures de vol pour rejoindre des métropoles entre l'Europe et l'Asie par exemple. Ça devient quasiment un besoin pour les passagers de faire un peu autre chose que d'être tout le temps dans leur siège à regarder un film ou à manger un repas. Mais pour découvrir le véritable luxe de l'avion, il faut se rendre sur le pont supérieur. On y trouve de véritables cabines individuelles appelées mini-suites. C'est comme si vous étiez dans votre chambre d'hôtel, vous êtes parfaitement chez vous, vous appelez le service en chambre quasiment, plutôt que d'avoir un repas servi à heure fixe. Une expérience qui est quasiment la même que ce que l'on a sur un avion d'affaires. Alors ces cabines lui permettent de prendre un repas. Si vous voulez regarder, l'aménagement correspondant est ici. Permettent de se détendre, de lire un livre, de regarder un film et aussi permettra aux voyageurs évidemment de dormir son content avec un vrai lit qui s'installe à côté du siège. Ces cabines individuelles sont des produits de luxe pour les compagnies aériennes, pour leurs passagers qui sont prêts à payer des prix bien plus élevés que le passager moyen pour s'offrir justement un voyage qui tient presque de la croisière. Si on parle de première classe et de luxe, une possibilité qu'offre l'espace, c'est d'avoir une très grande salle de bain, comme ici, on le voit. C'est quelque chose qui est fait par une compagnie aujourd'hui pour les passagers de première classe, qui est une salle de bain complète, avec même une douche. Ça, c'est quelque chose d'unique qui n'existait que dans les avions d'affaires jusqu'ici. Donc la 380 permet aussi ce genre de choses. Un luxe qu'une seule compagnie au monde offre pour le moment à ses clients les plus aisés. Airbus 201, vous êtes autorisé décollage, la piste 14 droite, le vent au sol est calme. Je suis autorisé au décollage en piste 14 droite. Les moteurs sont stabilisés, donc je vais mettre toute la poussée. Donc la vitesse va approcher les 100 nœuds, donc c'est bon. Rotate. On monte, je vais rentrer le train d'atterrissage. Voilà. L'avion est stabilisé sur sa trajectoire. Vous voyez bien que cet avion, il est stable, je peux le laisser tranquille, il vole tout seul, même sans le pilote automatique. Il garde sa trajectoire. C'est pas parce qu'il est grand et qu'il est gros et qu'il vole à des masses très élevées qu'il est différent par rapport aux autres avions. En réalité, nous ne sommes pas dans un avion, mais dans un simulateur de vol. C'est ici que les pilotes sont formés et s'entraînent dès qu'ils le peuvent. Les sensations, les commandes de pilotage, le décor, toutes les conditions de vol sont reproduites à l'identique, sous le regard du pilote instructeur. Airbus 201, expect ILS approach runway 14 right. Et un tiers de ces séances est réservé aux éventuels problèmes que le pilote pourrait rencontrer en vol, comme les feux de moteur. Une fois qu'on a un petit problème dans l'avion, automatiquement une lumière va s'allumer. Moi je ne sais pas lequel va brûler, mais j'aurai un son, j'aurai une lumière pour attirer mon attention et les actions que je devrais faire vont s'afficher ici devant moi. Je vais pousser sur le bouton. Automatiquement, deux autres lampes vont s'allumer, les extincteurs. Je pousse dessus, sur le 1 et le 2. Et j'ai un retour d'information pour dire que la décharge a été effectuée dans le moteur. Avec ces 4 moteurs, l'A380 possède-t-il des mesures de sécurité plus poussées que dans un autre appareil? Je pense que c'est pas plus ni moins sécurisé que les autres appareils. C'est pas Airbus qui fabrique les moteurs. Donc Airbus se fournit chez les fabricants de moteurs et la sécurité est identique à tous les avions, chez tous les constructeurs. Statistiquement, il apparaît qu'un commandant de bord sur 7 aura un problème moteur au cours de sa carrière.
Donc autant vous dire que c'est très rare. Il est temps maintenant d'atterrir virtuellement sur la piste de Toulouse-Blagnac. Donc ici, on a un avion qui fait quasiment 80 mètres de large, qu'on va mettre sur une piste qui fait 45 mètres de large. 70, 60, 50, 40, 20, retard. Voilà, on va poser l'avion gentiment. Il n'a toujours pas freiné, c'est le système automatique, il va se mettre à freiner tout seul, voilà. Maintenant, lui a décidé de freiner. C'est un avion qui a des vitesses très très basses à l'approche. Et grâce à ces vitesses très basses, il n'a pas besoin de beaucoup de pistes pour s'arrêter. L'A380 peut atterrir sur 1500 mètres seulement. Aucune piste d'aéroport n'a d'ailleurs été modifiée pour le recevoir. Malgré les difficultés rencontrées et le défi que représente une telle construction à l'échelle européenne, l'A380 semble inaugurer une nouvelle ère dans l'aéronautique, celle du gigantisme. Si Airbus revient vraiment à l'équilibre financier et si ils ont véritablement une perspective de gagner de l'argent avec l'A380, ne doutez pas qu'il y aura une version de fret et ne doutez pas qu'il y aura une version allongée qui transportera plus de 1000 passagers.